m'appelle Philippe Bézaguet, je suis directeur commercial d'une entreprise. Alors, on ne va pas passer 800 slides sur l'entreprise, hein, rassurez-vous. D'une entreprise qui est à Bordeaux, Paris, Rennes. Et notre métier historique était d'intégrer des outils de production pour les agences, les imprimeurs. Donc ça, c'était avant, même si on continue toujours. Et notre nouveau métier depuis 10 ans, c'est d'intégrer des bases de contenu. On va le voir au sens PIM, DAM, CRM, ERP. Donc, des fois existants chez nos clients. Mais pour concaténer tous ces contenus et faire de la production graphique automatisée. On va voir avec, encore une fois, un petit schéma qui va clarifier toutes ces choses. Donc, on existe depuis 17 ans, on est une quinzaine de personnes. Et en termes de chiffre d'affaires et de santé financière, ça se passe pas mal. Si on devait faire un petit camembert des gens avec qui on travaille, bah, comme vous le voyez, en premier, les annonceurs, qui représentent à peu près 60% de notre chiffre d'affaires et de notre activité, qui est essentiellement maintenant une activité de service. Et puis historiquement les plateformes de production, alors au sens Gutenberg, Altavia, Nanoterra, etc., et dont on est toujours fier de travailler avec eux, mais en tant qu'intégrateur, de plus en plus. Et puis les agences et les imprimeurs, qui sont aussi notre caution morale, parce que faire de la production, c'est une chose, mais il faut savoir à un moment comment ça finit, de façon à rendre prédictible le fichier. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose sur le digital, hein. Si on l'envoie n'importe comment, il se passe n'importe quoi. Nos clients sont très divers, vous l'avez, le M, hein, ça vous parle, hein, c'est un de nos clients majeurs, puisqu'aujourd'hui on équipe les 1400 restaurants, c'est comme ça qu'ils s'appellent chez McDonald's, hein, avec du Content Factory, mais c'est la même chose chez Manitou et d'autres clients, comme La Poste. Alors normalement ça passe à autre chose, voilà. Alors j'en ai fini pour la présentation de l'entreprise. Bonjour monsieur. En fait, la question qu'on a voulu illustrer, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc, comme vous le voyez à votre gauche, nous, on vient se nourrir des contenus de l'entreprise. Donc, soit ces conteneurs de contenu sont présents. Voilà, on se calme. C'est allé trop vite. C'est reparti. Donc, on vient se nourrir. On vient créer ce qu'on appelle un template intelligent pour que, en fonction de la demande de client, print, digital, mais aussi demande du client, est-ce que c'est un client distributeur, etc., on va scénariser automatiquement la mise en page. L'objet, c'est effectivement que, bien sûr, cette scénarisation elle soit prédictible. Donc on va s'appuyer sur les feuilles de style, les feuilles de caractère, au sens in-design du terme. Le but du jeu étant effectivement que pour ces Content Factory, on va en voir quelques-unes, bien, comme je vous disais tout à l'heure, quand un des 1400 restaurants de McDo se connecte le matin, c'est pas pour faire du Canva ou InDesign pour les nuls. C'est pour suivre un parcours client qui a été calibré par le marketing. Donc là, qu'est-ce que je veux faire, hein, c'est pas, tiens, je vais faire une affiche aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai besoin de communiquer, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le marketing, on a besoin de vendre à la fin. Donc là, effectivement, et ça a été le boulot de McDonald's, hein, de faire ce parcours client, et au fur et à mesure, d'arriver sur ces fameux templates dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été scénarisés avec des accroches, etc. Là, dans cet exemple précis, McDonald's va choisir son produit, et ça va se mettre en page automatiquement. Okay, la même chose avec... Donc on est dans un univers un peu différent, donc l'univers de la banque, où là encore, ce sont les agences de la Banque Populaire, de la Caisse d'épargne, qui vont accéder. Alors dans le Content Factory, il y a l'idée de production, mais il y a aussi l'idée qu'une marque va nous demander de mettre en place les services disponibles. Là, par exemple, dans le cas de BPCE, c'est nous avons besoin d'accéder à notre patrimoine numérique. Par exemple, ils sponsorisent une course au large, eh bien, une agence a besoin de commander l'affiche avec la course au large, avec leur piquage. Donc tout ça va se passer dans cet outil de façon à accéder aux médias. L'avantage de l'unicité de ces médias, c'est que je ne vais pas sur Google Images chercher la photo du président de BPCE, où je dois avoir tous les présidents depuis à peu près 2 siècles. C'est encore une fois d'avoir là une espèce de sanctuarisation du média, de façon à ce que tous les gens, avec le DAM Manager, et c'est d'ailleurs valable pour le PIM aussi, il y a une autorité qui va dire « Ok, ce média est disponible, je peux le mettre à disposition, en l'occurrence dans cet exemple, de mes agences pour qu'elles puissent être
pour qu'il puisse être, je parlais du média, utilisé. D'accord ? Et les services associés, ça va être notre travail de content manager de révéler ce que veut le client. Est-ce qu'il veut faire, j'ai choisi un média, est-ce que je veux le commander, au sens imprimeur du terme, est-ce que j'ai une vidéo, ah oui, mais moi je veux la décliner en tant de pixels, etc., etc. Donc des services un peu à la on-demand, c'est ce qu'on va prétendre avec les Content Factory. Et puis des choses des fois plus ambitieuses, donc là avec un concept un petit peu mondial pour le coup, puisqu'on intègre des éditeurs, en l'occurrence sur le DAM, on intègre une solution française qui s'appelle Keepic, sur le PIM, on intègre une solution qui s'appelle Interactive, et sur la création dynamique des templates, on intègre une solution qui s'appelle Chili Publish. Okay, donc à chaque fois, nous, notre boulot d'intégrateur, ça va être de répondre à la marque en leur disant voilà ce qu'on préconise en termes de techno, donc leur vendre ces technos hein, dans un acte commercial, mais aussi de l'intégrer avec les équipes de la marque. Alors ça peut être, si je vous donne le cas de McDo, on a travaillé avec TBWA, qui est l'agence de McDo, avec McDo et nos services techniques. D'accord ? Donc il y a souvent un duo, un trio pour concevoir tout ce qui est nécessaire à la marque. J'avais mis IA pour vous attirer ici. Hein. Voilà. Oui, si on ne met pas IA, il n'y avait personne. Hein, donc j'ai mis IA. Donc, mais blague à part, je voulais aussi en parler. Parce qu'il y a quand même un vrai sujet, notamment pour la marque, qui est de dire c'est super l'IA. Franchement, c'est super, on ne va pas se mentir. Mais en tout cas, l'apprentissage qu'on a aujourd'hui de la marque, c'est qu'elle a peur aussi d'aller chercher des contenus fait avec un prompt magnifique qui va complètement leur échapper. Ça peut être le logo, ça peut être l'image, etc. Donc nous, aujourd'hui, avec humblement, et on va le voir après avec notre petite expérience, on a interrogé les marques en disant mais comment on peut aller chercher du contenu ailleurs avec un prompt intelligent, parce que c'est ça qui est nouveau. Hein. C'est-à-dire qu'on ne dit pas je cherche ça, enter, vous avez 1 million de réponses, façon Google, où là, on va pouvoir être très très précis sur l'IA. Alors, je ne vais pas vous parler de prompt, hein, c'est pas le sujet, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est banalisé. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est, suivant notre vision et celle de nos clients, comment ils l'utilisent. Alors, la première, c'est par exemple, j'ai une égérie originale, et en fait, je vais prendre quoi un exemple de notre client qui s'appelle Guino, hein, qui est l'équivalent d'un Yves Rocher, qui va, en fonction de la crème qui va être utilisée, c'est une crème pour les cernes, donc là je vais mettre peut-être l'égérie, la deuxième, c'est une crème pour les rides, bon, elle est un peu facile celle-ci, peut-être pour la dame un peu plus âgée, mais en fait c'est une scénarisation qui commence à être intéressante, parce que sinon ça veut dire aussi que dans le shoot qui va être réalisé, je dois répondre à plein de contraintes qui vont faire en sorte que, par exemple, j'ai mis une femme de peau noire parce que j'ai régionalisé dans un pays la peau noire, ça peut être une peau jaune, rouge. Donc tout d'un coup, je m'aperçois que mon packshot, il est énorme. Et à gérer, c'est monstrueux. Donc l'idée aujourd'hui des marques, c'est de dire, OK, on a une référence et on va pouvoir demander à l'IA, à partir de cette référence, de décliner le visage. Et pas d'aller chercher... Le prompt, c'était pas va me chercher une femme belle avec un fond coloré, parce que c'est ça la limite. Hein. Donc je vais piocher dans le DAM mon image originale et ensuite je dis à ChatGPT en l'occurrence, est-ce que tu peux me le décliner en Black Woman, Old Woman, etc., etc. Autre cas d'usage, donc là c'est un exemple chez Keepic, où une des grosses contraintes c'était de pouvoir référencer, parce que plus je vais faire d'automatisme, plus il me faut de la data. Donc j'ai une belle image, hein, cette femme est très très belle. Maintenant, effectivement, qui aller, comment l'utiliser, c'est compliqué. Alors donc, généralement, il y a des petites mains qui vont cataloguer et dire il y a un fond, elle a un pullover, etc. Aujourd'hui, l'IA, que vous voyez ici, là, hop, va automatiquement reconnaître un certain nombre de caractères. Ce qui va être intéressant là-dessus dans l'exercice, c'est de ne pas mettre trop de choses. Par exemple, j'ai chaîne de montagne, je pourrais demander à mon dame de dire non, ça c'est hors sujet, j'en veux pas. Parce que trop d'infos tue l'info. En revanche, violet, écharpe, jean, vous voyez qu'elle a reconnu des choses qui étaient très très pertinentes. Et je vais pouvoir aussi non pas le régionaliser, le personnaliser. Je suis Airbus, alors je ne prends pas par hasard parce que Airbus est un client de Keepic. Je vais être dans un domaine industriel, donc il y a peut-être d'autres choses que je vais faire. Là par exemple, on est en deal avec un fabricant de musique.
qui va reconnaître sur une batterie qu'il y a des cymbales, la marque de la batterie, que la batterie est noire. Donc des choses pertinentes, puisqu'encore une fois, moi ce qui va m'intéresser, c'est de reconnaître cette image pour pouvoir l'intégrer dans une publication. Ok ? Est-ce que j'ai autre chose sur l'IA? Oui, ça, très utilisé aussi, c'est, encore une fois, j'ai mon packshot et je vais demander à l'IA de me créer des fonds. Donc ça marche super, c'est vraiment très pertinent pour trouver un univers. Hein. Je fais des crèmes de soins, je vais pouvoir trouver un univers spa, un univers piscine, un univers studio, que sais-je. Encore une fois, l'objet des marques aujourd'hui, c'est vraiment de régionaliser, de pouvoir vous adresser, vous, puisque vous savez que vous êtes le produit, de pouvoir vous adresser, vous, convenablement, avec votre vocabulaire, mais aussi l'identité qu'a défini le marketing pour vous adresser au mieux. OK ? Dernière chose au niveau IA dont on se sert, puisque tous ces exemples-là que j'ai voulu mentionner, c'est pour vous indiquer aussi notre démarche. C'est-à-dire oui, on peut faire du chat GPT, mais comment au quotidien pouvoir l'ingérer dans vos process de publication, les nôtres ou les vôtres d'ailleurs. Un des derniers, ça c'est avec la technologie qu'on utilise sur Chili Publish, où on va avoir des agents, où on va pouvoir faire du no-code. Là, par exemple, le use case, c'était j'ai un prix à 5 $. Quand il descend en dessous de 5 $, je veux que la pastille soit bleue. S'il y a une remise à plus de 15%, je veux que la pastille... Donc soit je fais autant de templates, et là c'est un enfer, ou soit je demande à l'IA qui est intégrée, je vais lui parler comme un prompt, et je ne vais pas faire du JavaScript, du truc où il faut des spécialistes. Je vais dire, voilà, je vais lui mettre les règles, faire Enter, et là, lui va m'aider. Et ça, aujourd'hui, les gens qui développent le savent, hein, ils s'appuient sur le ChatGPT pour faire des fois des séquences de code. Et bien, automatiquement, on va générer le JavaScript, c'est un langage un peu particulier, le mettre dans l'outil, et il va faire exactement ça dans mon templating. Okay, donc encore un usage efficace, parce que ça marche vraiment très très bien. Tout ça étant de pouvoir, nous ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire en sorte que le marketing, la com, le commerce demande quelque chose et que la production, au sens clair du terme, alors qui est au sein du marketing ou autre, puisse le rendre opérationnel sans demander, même si on a besoin d'experts bien entendu, mais de pouvoir déployer ça assez rapidement parce qu'il y a un time to market qui est quand même très important en ce moment. 12 minutes, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai mis après? Je ne me souviens plus. Ah oui. Plutôt que des démos, etc., je voulais vous raconter une histoire en reprenant ces thématiques. J'ai illustré ça. Alors, vous m'en voudrez pas, je ne suis pas un créatif, hein, vous allez vite vous rendre compte. Mais l'idée, c'était effectivement de faire passer les messages où nous, dans un flux de production, on va pouvoir réaliser dans ce fameux Content Factory, mettre les éléments qui vont automatiser. Le but du jeu, c'est celui-ci. Hein. Automatiser, mais sans être dans une contrainte d'uniformité. Hein, on joue un peu le grand écart. Hein. On fait de l'automatisme, mais on veut personnaliser. Ça a été un peu antagonisme. On va pouvoir le réussir maintenant parce qu'on a la techno et on a l'aide, comme vous allez le voir, de l'IA. Donc là, le use case, c'est quoi? Je suis une marque, j'ai un Content Factory, je vais donner ça à mes distributeurs, adhérents, filiales, vous les appelez comme vous voulez. Bonjour madame. Vous êtes en retard et vous devez payer un barbecue à tout le monde. Dommage. Asseyez-vous, je vous en prie. Donc le use case est le suivant. Donc je suis, on va dire, filiale. J'ai une Content Factory et le Content Factory va me permettre de cibler une campagne. Donc qui je veux adresser, au sens, mais je ne vais pas utiliser mon CRM parce que mon CRM, généralement, j'ai des prospects pas toujours qualifiés, j'ai des clients. Ceux-là, je ne veux pas les adresser parce que c'est autre chose. Et donc, je vais me servir de ChatGPT pour aller chercher des nouveaux leads. Okay, et dans le prompt, je vais avoir quelque chose qui dit « Organise-moi ces prospects dans mon exemple, hein, décorateur, architecte d'intérieur, installateur. Il faut qu'ils soient à moins de 60 km de mon lieu, parce que travailler à 500 km d'ici, peut-être pas rentable. Et tu me les classes sur les entreprises qui ont plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Tu me fais un tableau de ça, et là je l'ai mis exprès, et tu me fais un JSON, qui est un format d'export particulier, pour que je l'ingère directement dans mon système. Donc évidemment, là, tout ce que je vous dis, j'ai juste à sélectionner ce que je veux en métier, et je vais faire Enter. D'accord?
c'est ce que je vais faire, et c'est l'avantage d'un schéma, hein, ça marche toujours. C'est ce que je vais faire. Et finalement, le format JSON qui m'est donné là pour, encore une fois, par ChatGPT. Alors, j'ai pas d'action chez ChatGPT, mais c'est vraiment une plateforme où on a vraiment des résultats qui sont vraiment très impressionnants en termes de vitesse. J'ai un retour qui va me classer, façon au sens CSV, au sens JSON, les architectes d'intérieur, les décorateurs, les lieux. Et je suis sûr que ceux que je vais adresser seront pertinent par rapport à la campagne que je veux faire. D'accord ? Si je fais de l'opération mobilier de haut de gamme, je vais considérer, mais ça c'est le marketing qui en décide, que je dois adresser que les gens qui font 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cas numéro 1. Cas numéro 2, je vais choisir le produit que je veux mettre en scène. Donc là, vous vous rendez bien compte que je vais adresser mon PIM en disant je veux tel produit qui va... Alors PIM, pour ceux qui ne sont pas au fait de l'acronyme, parce que c'est Product Information Manager, hein, donc gestionnaire de produits, okay, qui va causer avec le DAM, donc le Digital Asset Management, le gestionnaire de produits, de médias, on va l'appeler comme ça, de façon à ce que, en fonction de la campagne que j'ai choisie ici, je veux faire du print, je veux faire du LinkedIn, je veux faire un bandeau web, eh bien il va aller me chercher les médias dans le format attendu. Typiquement, pourquoi je fais de grand écart entre print et digital? Eh bien, ça veut dire que même si j'ai pris un seul produit, dans la partie print, je vais aller chercher évidemment plutôt une photo. Mais si j'ai un lien avec mon produit qui me permet aussi d'aller chercher une vidéo, je vais en profiter pour le mettre dans mon assignation digitale. C'est toute la connexion qu'il y a entre les deux mondes qui va être très très pertinente, hein. Même si encore, on est en mesure dans certains PIM de gérer des médias directement dedans. Là, j'ai volontairement fait ce couple qui est très efficace pour servir ça. Donc, j'ai cherché une campagne, j'ai cherché des leads, j'ai choisi mes produits, et ensuite, je vais mettre tout ça automatiquement en œuvre dans mon média. Alors là, j'ai imagé ça par un média print. Donc, dans un premier temps, je vais mettre, puisque j'ai les noms de mes contacts qui sont arrivés, le nom du contact, son logo. Ensuite, puisque j'ai choisi le produit, l'argumentaire, pardon, les caractéristiques techniques qui sont propres à ma publication, donc avec la feuille de dossier qui est associée, donc le prix, les caractéristiques techniques, et ensuite l'image qui est associée avec le logo du client, qui est dans mon DAM, et ensuite, puisque dans mon PIM, je suis parti du principe que je n'avais pas d'argumentaire, je vais demander à ChatGPT, voilà, avec les éléments qui sont, alors pour ceux qui sont familiers du prompt, hein, entre crochets, désignation, entre crochets, blablabla, blablabla, fais-moi un argumentaire de 50 mots avec un style positif et industriel. Enter. Alors, Enter, ça le fait automatiquement, hein, là je vous le fais manuellement. Et donc, je vais créer un argumentaire, sous vos yeux ébahis, qui va me permettre effectivement d'être pertinent pour cette publication. Alors, les gestionnaires de contenu savent aussi que, en théorie, cet argumentaire, il vaut mieux le sanctuariser aussi, dans le PIM, etc. Maintenant, bon, on ne va pas se mentir, hein, on aimerait qu'il y ait tout dans le PIM, mais des fois, il y a des trous dans la raquette. Ça permet, effectivement, pour une publication digitale, de maîtriser encore une fois les arguments. On n'est pas là, fais-moi l'édito de mon magazine. Ce n'est pas l'objet, hein, où il faudra être évidemment plus pertinent. Là, j'ai conditionné et je me suis appuyé sur une technologie qui me permet, à la volée, de faire une publication et ensuite d'adresser mes canaux de distribution. Alors évidemment, là j'ai mis le nom, mais je suis capable de faire de l'adressage postal, hein. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, si vous avez moins de pubs dans vos boîtes aux lettres, c'est parce que ce n'est pas adressé. C'est par exemple ce qu'on est en train de faire avec la Poste, où ils ont un peu ce scénario. Et pourquoi ils mettent ça en place? Pour que le courrier, pardon, la publicité, arrive dans vos boîtes aux lettres. Elle n'arrive plus aujourd'hui, hein. Alors je pense que vous avez certains candidats qui mettent encore un peu là pendant une semaine jusqu'à dimanche dans vos boîtes aux lettres. Mais voilà, pour les vendeurs de produits, le print est encore quelque chose d'assez essentiel parce que quand je suis allé chercher les adresses, aujourd'hui ces fichiers d'adresses, ils existent. Si j'envoie un mail, il n'y a quand même pas forcément un lien physique qui existe. Donc c'est important d'avoir ça. Voilà pour cette partie-là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez à ce moment de cette brillante démonstration des questions? Tout va bien? Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller
enfin, il nous reste quoi? Oui, 10 minutes, super. On va pouvoir enrichir un peu ça. Aller un peu, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on concaténait des informations qui étaient liées aux clients, aux produits, etc. Mais en fait, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça va faire? Alors nous, dans les content management, ça peut être quelque chose qui va se faire automatiquement, hein, de façon, oui, automatiquement et de façon invisible. C'est-à-dire de voir l'annonce, etc., c'est pas très important. Mais certains, ça va être effectivement de pouvoir concaténer les informations, mais de laisser un choix créatif par rapport à ça. C'est ce qu'on a avec cette techno qui s'appelle Chili Publish. Et d'ailleurs, je peux même agrandir. C'est dingue. Hein. Alors, dans cet exemple, j'ai changé un petit peu d'univers. Hein. On était dans un univers un peu bricolage. Là, on va parler dans cosmétique. Dans mon exemple, c'est le client qui va pouvoir choisir, OK, tu m'as fait mes campagnes, donc j'ai du digital, j'ai du print, d'accord? Alors sur le digital, hop, je vais y retourner, j'ai le choix, dans mon exemple de bannière, mais je peux rajouter des annonces TikTok, etc., etc. Et ce qui est assez formidable avec cette techno, c'est que plutôt de se dire que j'ai autant de templates que j'ai de médias, ce qui peut être assez colossal au niveau digital, j'ai un seul template qu'on a rendu intelligent. Alors l'intelligence qu'on sait faire aujourd'hui, enfin, qu'on savait faire, c'est je fais plus grand, je fais plus petit. Bon, c'est-à-dire ce qu'on fait depuis la nuit des temps en agrandissant les supports. Sauf que les contenus, ils avaient un peu de mal à suivre, et surtout on n'était pas capable de mettre des règles. Les règles de base, ça peut être quoi? Du print au digital. Sur le digital, je ne mets pas de QR code. Donc j'ai un élément, une variable qui va s'enlever. Mais je vais mettre peut-être un lien cliquable. Donc tout ça, je vais rendre le template intelligent pour qu'il corresponde. Encore une fois, c'est un brief du marketing, hein. Ce n'est pas le responsable informatique qui a choisi ça. Mais en tout cas, c'est la production qui va mettre tous ces éléments. Et là, dans cet exemple, eh bien, par exemple, ici, j'ai une animation. Parce que oui, c'est bien de faire de la publicité statique, mais quand je peux amener de l'animation, c'est aussi le but du digital, hein, une bannière web. Alors là, j'ai fait quelque chose d'assez sommaire, mais on peut faire, je veux dire, tout ce qu'on pourrait faire sur un Keynote ou un PowerPoint, d'accord? Des animations, des arrivées, des éclairs, enfin des éclairs, pas exagérer non plus, des éclats, de façon, encore une fois, à utiliser ce formidable média qui est le digital pour pouvoir, à partir d'un seul template, c'est le même template, ça. Alors, le template, pour les professionnels des médias, il est issu soit de Photoshop, soit d'InDesign. Hein, donc on a une connexion directe. Donc tout ce que vous voyez ici, ça a été mis dans le système et on a hérité de la feuille de style, la feuille de caractère et toutes les règles qui sont liées aux éléments les uns aux autres, hein, les ancrages de blocs, pour rentrer dans le détail. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si, hop, je change d'égérie pour le cap, hop, eh bien, si je retourne sur le print, j'ai bien l'égérie dont j'ai l'héritage. Donc ce que je voulais vous montrer là, c'est que j'ai fait mon ciblage, dans mon exemple, hein, j'ai fait mon ciblage de leads, j'ai choisi ma campagne que je voulais mettre en place, du digital, blablabla. Bla, bla, bla. Le template est apparu, et là, je vais choisir manuellement, non pas, alors j'ai pris une photo, mais ça pourrait être un produit, et il va se décliner automatiquement en fonction des médias que je vais produire. Si je vais sur le digital, hop, ici par exemple, vous voyez qu'il y a des mises en page qui sont conformes, et pourtant, il faut me croire sur parole, c'est le même template. Okay, et là, encore une fois, l'animation va être celle que j'ai produite, même si j'ai changé le produit. Hein, je ne suis pas, encore une fois, en train de dire j'ai changé le produit, il faut que je refasse la séquence. Donc vous voyez que la souplesse, elle est assez énorme pour si on se projette sur un réseau de franchisés, de pouvoir se dire, moi, il faut que je communique sur mon Facebook, eh bien, je peux le faire. Évidemment, c'est conditionné. Alors, je pourrais permettre d'importer des images, on peut tout permettre. Mais là, je vous montre quelque chose où j'assiste, je propose un service on demande qui va se prendre en charge automatiquement. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Parfait. Alors, ce que je voulais vous montrer sur un autre exemple, je ne sais pas si j'ai... J'ai été déconnecté tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. Alors, toujours dans... Alors, ça, c'est notre POC. Qui nous sert un peu de guideline quand on gère des projets, pour montrer ce qui est réalisable. Donc on s'est inventé un univers marketing, donc on va avoir dans le portail d'accès un lien avec tous les containers dont on a parlé tout à l'heure, le PIM, le DAM, l'accès boutique, le cas échéant. Et le but du jeu de cette démo, c'est de vous montrer que par exemple, si je crée un catalogue, alors tout ça, encore une fois, a été scénarisé, mais on va pouvoir permettre
au client de se projeter. Alors quand je dis client, c'est l'usager. Nous, on s'est aperçu que quand on déploie des systèmes de Content Factory, où on va avoir une déclinaison sur les filiales, etc., il y a évidemment une résistance au changement qui est forte. Parce que je change d'outil, hein, ça ne va jamais marcher. Vous savez, on est des Français, hein, irréductibles gaulois, là-dessus. Donc du coup, il faut convaincre. Donc souvent, l'UX, le parcours client est quelque chose d'assez stratégique. Et nous, effectivement, tout ça est de la techno qu'on va intégrer en fonction de la demande de nos clients. Donc c'est sûr que le parcours client McDo n'est pas celui de BPCE, n'est pas celui de Manitou qu'on a équipé récemment, n'est pas celui de La Poste. Mais au fur et à mesure, on va aussi coller au mode de fonctionnement de l'entreprise. Donc là, la promesse, c'est de dire je fabrique un catalogue en 3 pas, ce qui est super bien. Donc je commence, je vais donner un nom à mon catalogue, je vais choisir le nombre de pages, je vais choisir ici aussi, encore une fois, je suis guidé, hein. Quand je fabrique mon catalogue, je ne suis pas en mode easy catalogue, hein, je ne suis pas en mode InDesign. Là, je suis un client du système et je vais sélectionner, en l'occurrence ici, eh bien, la campagne que je vais mettre en place, suivant. Ensuite, la campagne étant associée, souvenez-vous tout à l'heure, aux produits et aux médias, je vais trier les médias pour dire, bah, dans tout ça, est-ce que tu veux faire un catalogue sur les parfums, les rouges à lèvres, les packs, que sais-je? Donc on va faire tout. On va tout sélectionner. Hop là. Voilà, donc du coup, encore une fois, je suis assez wizard, hein, pas à pas. Okay, je suis les choses. Ensuite, là, mon catalogue s'est créé automatiquement. Et ensuite, là, dans cet exemple, je vais pouvoir aller éditer mon catalogue et le personnaliser. Hein, donc, j'ai fait une assistance sur la mise en page automatique et je vais permettre ici, par exemple, si je vais choisir un produit, on va reprendre celui-là, je vais passer le même, j'ai juste à drag and dropper. Et qu'est-ce que je vais faire là, en fait, en faisant ce simple geste? Je suis à dire au système, hey, oh, il est en train de prendre le matte, color, rich, référence 857, blablabla. Va te chercher dans le PIM. Tu remets toutes les informations qui sont liées au produit. Va chercher l'image qui est adaptée au canal. Là, je fais une publication, donc c'est certainement une image ou un EPS ou je ne sais pas quoi, mais qui est dédié à la qualité. Terminé. Donc moi, j'ai fait un drag and drop, hein, façon Canva. Sauf qu'après, c'est pas le drame. Là, je fais un usage professionnel. Et donc, finalement, page par page, comme ça, je vais pouvoir concevoir une personnalisation de mon catalogue. Encore une fois, c'est une scénarisation que je vous montre. Hein. Ça pourrait être aussi, j'ai choisi, Enter, mon catalogue est prêt. Mais donc, voilà, on va pouvoir débrayer, en fait, au fur et à mesure, en fonction de la demande et de l'usage que veut faire la marque par rapport à ça. Une fois que j'ai fait ça, hop, je fais suivant. Là, le content management, il ne faut pas oublier que je vais faire des publications. Alors là, je suis tout seul, tout va bien, il fait beau, vous êtes sympathique. Mais quand aujourd'hui, on a des gens qui font à peu près par mois des milliers de campagnes. Donc il faut les gérer aussi. Hein, quand on parle de PIM, c'est la gestion du produit. Quand on parle d'image, c'est la gestion du média. Dans le Content Factory, on va gérer les publications. Et dans la gestion, c'est où j'en suis. De trier ce qui est en retard, de me notifier parce que j'ai une validation à faire, parce que celui-ci attend la validation du business pour savoir s'ils peuvent lancer, s'ils ont assez de sous pour le faire. Hein. Est-ce qu'ils ont le crédit marketing? Donc on va pouvoir comme ça prendre tous les éléments de contexte d'une entreprise pour le mettre dans la Content Factory et répondre à quelque chose qui soit OK. On a par exemple déployé récemment, là pour de la grande distrib, en fait ce choix-là, avant la publication, ça part aux achats. Et les achats vont solliciter les marques pour dire hey, on fait le catalogue printemps-été, je ne sais pas quoi, on a besoin de sous, hein, parce que ça commence par ça. Et donc, une fois qu'ils ont valorisé les produits, etc., les achats valident les gammes la plupart du temps, enter. Et après commence la production. Vous voyez, c'est encore une fois un autre exercice. Là, ce qu'il faut bien comprendre dans notre action, c'est qu'on est très agile par rapport à ça. On a des briques, hein, on ne réinvente pas la roue, mais on va vraiment s'adapter au côté global. Il me reste une minute, je suis large. Donc on va mettre un certain nombre de fonctions. Je voulais juste vous montrer aussi, ça me paraît, pardon, c'est pas celui-ci, ça m'apprendra à aller trop vite, c'est celui-ci, qu'on a mis en place chez McDo, c'est l'idée de Print Anywhere. Je suis un magasin, évidemment j'ai tout intérêt à massifier mon print, mais si je fais un roll-up, je suis à Dax et l'imprimeur référent est à Paris. Alors c'est une hérésie en termes de coût, aller-retour, bilan carbone, n'en parlons même pas. Donc en fait, McDo va mettre la
possibilité de déléguer la production locale. La promesse, c'est quoi? C'est que ces imprimeurs, alors on a fait du fake, hein, donc Studio 33, alors déjà, il est référencé par les achats de McDo, et deux, quand je lui arrivais avec quand je vais lui envoyer un mail, ou envoyer par FTP, ou arriver avec ma clé USB, tout est normé. D'accord? Donc ça aussi, c'est quelque chose aussi dans la gestion du Content Factory qui est important, où effectivement, et ça c'est notre passé, vous souvenez-vous tout à l'heure quand je vous disais qu'on adressait les imprimeurs, les agences, etc., c'est pas dire, bon bah voilà, je t'ai mis ça dans le drive, bon courage. Non. Parce qu'évidemment, après on peut enchaîner des choses qui sont relativement ambitieuses et qui sont demandées par l'entreprise. Ok? Voilà, vous en savez autant que moi. J'espère que je n'ai pas été trop long, assez clair, pédagogique. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. Vous pouvez venir sur notre stand qui a l'intérêt d'être juste à côté du buffet. Donc n'hésitez pas. Nous demander si vous voulez voir des démos, rentrer un peu plus dans vos projets. Ça sera évidemment avec plaisir. Ok? Merci encore.